Bon alors pour me présenter très rapidement, donc mon pseudonyme sur YouTube est Monochrome Script, mais mon vrai nom est Jérémy. Donc j'officie dans l'analyse des concepts de la série du coup My Little Pony. J'ai essayé d'importer le concept des analyses et du développement de théories des États-Unis, qui est un sujet qui est très populaire là-bas. Beaucoup de gens essayent de décortiquer tous les petits éléments présents de la série, de décortiquer le pourquoi du comment, le développement de l'univers, du monde. Du coup, j'ai voulu importer ce concept-là parce que malheureusement en France, ce concept n'avait jamais vu le jour. J'ai essayé de l'importer du coup, à partir de là, j'ai constitué une chronique qui s'appelle Equestria Historia, où j'essaye de discuter, de débattre, de solliciter le public aussi à réagir et à discuter de sujets divers et variés, à propos, encore une fois, de l'univers d'Equestria, son fonctionnement et sa composition. Voilà. Ça s'appelle Equestria Historia. Hein. Oui, voilà. C'est un blog ou c'est un site Ce sont des vidéos YouTube. Vidéo YouTube. Une suite de chroniques sur YouTube. Voilà. Mais aussi, je fais à peu près n'importe quoi. Des fois, des choses assez n'importe quoi, des annonces qui ne veulent rien dire et des panels qui durent trop longtemps. Mais bon, ça, c'est un petit détail. J'ai 20 ans. 20 ans, j'ai eu 20 ans en juin, du coup. 20 ans et demi. Voilà, c'est assez près. Voilà pour la présentation. Donc, Question, allons-y. pour les questions. Moi déjà je vais commencer par une question sur la forme on va dire que tu prends de tes vidéos. Tu fais des vidéos sur YouTube. YouTube Oui. est, on va dire plutôt réputé pour être assez hargneuse, pas forcément très gentille avec ses créateurs et surtout sans vouloir on va dire déjà lancer la pierre sur les créateurs qui postent quand bon leur semble. Je pense que tu en as vécu bien des mes aventures. Basiquement qu'est-ce que tu en as pensé de ce contenu? Est-ce que tu comptes, on va dire, continuer à quand même rester sur YouTube ou est-ce que d'autres plateformes vidéo t'intéressent? Alors à ce propos-là, c'est un sujet très intéressant parce que, en effet, beaucoup de créateurs vidéo en avaient un peu marre de tous les problèmes qu'imposait YouTube, notamment au niveau des droits d'auteur, notamment pour les séries américaines et japonaises. Il y a eu beaucoup de vagues de censure, des vagues de problèmes de copyright qu'on supprime beaucoup de chaînes, beaucoup de créateurs ont eu beaucoup de soucis. Du coup, la majorité pensait partir plutôt vers Vimeo, donc des plateformes annexes qui ne sont pas contrôlées par une société à but vraiment uniquement commercial. Mais je pense que je resterai sur YouTube autant de temps que YouTube ne me posera pas de problème. Enfin, pas YouTube, techniquement Hasbro. Et le groupe, il me semble que c'est le groupe Lagardère, qui s'occupe de l'adaptation en France. Mais tant qu'il n'y aura pas de problème, je continuerai. J'essaie de faire tout déjà pour limiter ces problèmes-là. Donc en cadrant les extraits, en mettant que des extraits qui sont assez courts. J'essaie toujours de fonctionner dans leur sens, encore une fois. Aussi parce que je suis partenaire du coup avec YouTube. La monétisation de toutes mes vidéos, je ne récolte rien dessus. Mais je l'ai activé quand même pour que YouTube en tire un certain bénéfice et donne le titre de partenaire à YouTube. Parce qu'à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Maintenant, non. Mais à l'époque, c'était comme ça. Mais donc, non, tant que je n'ai pas de problème, je resterai sur YouTube parce que c'est plus accessible, c'est plus ergonomique. Donc, autant rester sur la plateforme la plus simple à utiliser pour le public. Voilà. D'autres questions? Moi j'ai une question, comment ça t'est venu ta passion de faire des analyses? Comment ça t'est venu? Est-ce qu'un jour tu t'es dit tiens je vais faire des analyses? Alors, pour les analyses, j'ai toujours aimé analyser les choses, vu que je lis beaucoup de romans et de livres depuis que je suis tout petit. J'ai toujours aimé décortiquer les histoires et tout ça. Et du coup, en regardant beaucoup de séries, aussi bien des cartoons que des vraies séries, je me suis toujours dit, ah oui, non, mais pourquoi tel individu réalise telle action? Pourquoi tel élément scénaristique est développé ainsi? Pourquoi telle personne a choisi de faire ça? Pourquoi le scénariste a choisi d'aller dans cette direction? J'ai toujours été curieux à propos de ça. Et lorsque j'ai découvert que des analystes, il y avait aussi des analystes Brony aux États-Unis, je me suis dit, il faut que je lance ça en France. Je suis sûr que ça intéressera des gens. Et puis, c'est bien d'avoir que les gens puissent discuter des sujets qu'ils aiment, pouvoir débattre et développer, encore une fois, l'univers dans la communauté.
Du coup, oui, ça vient de mon enfance et des youtubeurs aussi, des autres. Notamment le Nostalgia Critique, Game Theory aussi également. Et oui, la vague de critiques qui s'est développée aux États-Unis vers 2006-2008. Je vais essayer d'en écouter pour rebondir rapidement. Tu parles de Game Theory, moi qui est une chaîne que personnellement j'apprécie énormément, mais qui donc théorise sur des jeux vidéo. Il est très souvent accusé, c'est pas une vraie accusation, mais comme quoi il surthéorise ses théories, que les créateurs n'ont forcément pas pu penser à tout ça, etc. Dans un jeu vidéo, dans des grosses compagnies, on peut encore se dire que c'est possible. Là, on est sur MLP. N'as-tu pas peur de faire la même chose et que ce ne soit réellement que des headcanons? Techniquement, c'est de la suranalyse de base. Techniquement. Les scénaristes, évidemment, n'ont pas pensé à tout ça. Ils peuvent donner des indications sur à quel point on pourrait ouvrir le monde. Encore une fois, toutes les théories sont souvent entièrement du hors-champ. C'est des faits qui ne sont pas, présents dans la série, mais qui sont ancrés dans la série. Donc tout le but est justement d'utiliser un matériel de base et après d'extrapoler là-dessus pour pouvoir discuter et essayer de concevoir si ce monde jamais existait. C'est ça le but, c'est d'essayer de conceptualiser un univers, un autre univers. Du coup, c'est pour ça que c'est... Mais techniquement, c'est de la suranalyse, en effet. Mais bon, même MatPat pour Game Theory ne le cache pas. Aussi, question intéressante, parce que MatPat a souvent des problèmes parce qu'on lui reproche souvent d'imposer son avis. Qu'il force son avis au visage des gens et que uniquement son avis est vrai et qu'à chaque fois qu'il a tort, il essaye d'éviter toute critique. Mais c'est un style du critique le critique pas content comme le Nostalgia Critique ou le critique intransigeant comme MatPat le fait. Mais oui, c'est un style. Mais du coup aussi un peu pour rebondir sur ce que je fais, j'essaie toujours de rester très sérieux, académique et de bien parler à chaque fois. Même si, pour donner un certain style au mode de fonctionnement et de débit des paroles que je fais dans mes analyses. C'est toi qui tu parles en fait sur les vidéos, d'accord. Oui. J'enregistre toute mon analyse que j'ai premièrement d'abord écrite en format papier. D'accord. Et après je l'enregistre entièrement et je l'agrémente d'images, de vidéos pour soutenir mes propos. D'accord. Et il y a de l'humour quand même parce que oui, justement, c'était ça le problème principal, c'est que au début, j'ai voulu trop faire dans l'académique et le sérieux, et c'était pas si drôle que ça, et je me suis dit, oui, c'est pas assez divertissant, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est ça le but un peu de YouTube, c'est de divertir les gens. Du coup, je me suis dit, ah oui, et puis en plus, c'est pas par rapport à ce que je faisais avant, je faisais des séries abrégées, donc des séries vraiment uniquement basées sur l'humour et le raccourcissement de séries populaires. Je me suis dit, oui, c'est beaucoup trop sérieux. Donc oui, il y a de l'humour maintenant. J'essaye de retravailler les textes pour essayer d'agrémenter tout cela d'un peu d'une touche dynamique, d'une touche un peu humoristique quand même, pour agrémenter le tout. Quelles sont celles de tes analyses qui ont rencontré le plus de succès, le plus de réactions, de commentaires Alors, une qui a rencontré beaucoup de réactions était celle sur la royauté, sur les trois tribus, le peuple des licornes, des pégases et des terrestres, où j'ai essayé d'extrapoler sur le fonctionnement des trois tribus à l'époque moyenâgeuse. Et ça avait eu beaucoup de retours. Oui. Parce que c'était un sujet historique, et pour une chronique qui s'appelle Equestria Historia, il y a très rarement des sujets historiques en fait. C'était ça qui était... Tu dis historique, c'est-à-dire, je suis journaliste généraliste, oui, oui. De novice, vraiment. Tu inventes ou c'est quoi Non, je me base sur les éléments donnés dans la série ouais. Ou dans les produits dérivés de la série, donc les livres, les comics notamment, ouais. Pour essayer de déduire une chronologie de la série complète. Mais je me base sur des éléments donnés dans la série, justement. D'accord. Tout en aussi travaillant sur les générations précédentes, c'est-à-dire les plus vieux cartoons qui datent d'il y a un certain temps. Tu es un peu un historien, archiviste Plus ou moins, oui. Même si... Et qu'est-ce que les gens te disent dans leurs réactions, dans les commentaires? Ils proposent d'autres analyses? Ce que j'essaye, c'est de les solliciter un maximum pour qu'ils donnent leurs idées. Pour le 7e épisode, je vais demander avant à l'avance ce que les gens souhaitaient comme théorie à argumenter. Ouais. Et dans le 7e épisode, j'ai essayé d'en rassembler 5. Il fallait déjà qu'elles soient en rapport entre elles pour que je puisse faire un développement dessus.
Mais c'est vrai que ce point de participation, je pense que c'est le point le plus important et j'ai essayé de travailler sur ça pour le futur. Je vais encore lancer une nouvelle chronique du coup qui sera plus centrée sur cela, où les gens pourront directement poster. Oui, je sais, beaucoup de chroniques. Trop de chroniques en prévision qui ne vont jamais sortir. Mais plus axé sur ça, où les gens pourront directement se filmer en disant, en commentant, en annonçant une théorie ou en écrivant une théorie, et je les synthétiserai tous en une seule vidéo. Comme ça, pour avoir un côté un peu interactif, oui. Mais les gens souvent répondent, souvent aussi argumentent aussi bien en bien qu'en mal. C'est-à-dire, au contraire, même si les gens sont en désaccord avec la théorie, ce n'est pas dramatique. Le but, c'est que les gens puissent discuter et donner leur avis. Après, encore une fois, même si peut-être je sonne comme si je donnais un avis absolu, c'est pas vraiment un avis absolu, c'est juste une théorie, encore une fois. Oui, mais du coup, j'incite vraiment les gens à essayer de développer et d'avancer et de participer à la communauté. Du coup. Voilà. Tu avais parlé pendant il y a un bout de temps de ce que tu faisais avant de tes séries, on va dire, oui. RPG. Alors personnellement, moi je t'avais connu à ces moments-là. Ah bon? Ouais, et j'avais beaucoup aimé tout ce qui était, on va dire, blobber, auquel tu rajoutais un peu toutes les parties auxquelles tu avais raté, etc. Oui. Je ne doute pas que dans Equestria Historia, tu dis aussi souvent des bêtises que tu ne peux pas te permettre de mettre, et des trucs qui pour autant, on pourrait rajouter éventuellement de l'humour à la fin de ta vidéo. Y a-t-il une raison pour laquelle tu gardes ça? Veux-tu garder vraiment un côté plus ou moins sérieux, même si tu rajoutes des blagues de temps en temps? Ou est-ce juste parce que tu fais tellement de bêtises que tu peux pas le mettre? Oui, alors. Une bêtise et tu es parfait? Je ne crois pas. Non, en fait, à propos de ça, pour les Equestria Historia, les épisodes durent 6, 7, 8. Non, avant, ils duraient maximum 8 minutes, maintenant, ils durent plus 15, 20 minutes. Mais que ça soit 8 minutes ou 20 minutes, les pistes audio durent 12h30. Enfin, pas 12h30, 2h30. Je parle beaucoup pendant très longtemps et je assure tout le travail pour avoir vraiment une prononciation parfaite et compréhensible. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui dégagent et qui tombent dans les abysses des montages audio, mais oui. Pour les petits bonus, souvent c'est soit scénarisé, soit j'essaye toujours de rajouter 2-3 touches, comme tu l'as dit. Mais oui, non, je pense pas que ça serait très pertinent de rajouter tout ce que je tourne et que je ne garde pas dans les épisodes. Mais bon, on ne sait jamais. Autre question ? J'ai une question, oui, ta technique de travail en elle-même, quand tu as préparé ton épisode, comment on va dire de A à Z, comment tu fais plus ou moins, en gros, je ne vais pas demander tous les détails, oui. Mais vraiment du début jusqu'à la finalisation de la vidéo, au début, comme tu dis, que tu écris, et à la fin tu fais le montage et tu fais tout alors, seul. oui, je fais tout moi-même, du coup, de l'enregistrement, de l'écriture jusqu'au montage aussi. Donc, dans l'ordre, pour vous donner un développement d'un Equestria Historia classique, je revisionne certains épisodes, comme ça, en général. J'ai toujours un calepin sur moi, je prends des notes. J'ai toujours une idée derrière la tête et j'essaye toujours, par exemple, je me dis, ah oui, ça serait bien de faire un sujet en rapport avec la société. J'ai des grands thèmes comme ça, donc société, histoire, communauté, personnages. Donc j'essaye de choisir un thème qui est, pour pas toujours faire le même thème à chaque fois. Et après, du coup, je regarde des épisodes en essayant de trouver quelque chose de pertinent dans ces épisodes-là. J'ai toujours plus ou moins des guesses, enfin j'arrive plus à trouver le mot français, c'est ça le terrible. Des intuitions, voilà. Des intuitions. Et du coup, je commence à regarder des épisodes et je prends des notes en même temps. Puis après, quand j'ai un contenu de base assez concret, je commence à écrire l'épisode en entier. Alors pour l'écriture des épisodes va très vite, parce que souvent, quand je suis inspiré, je suis inspiré. Et j'en écris 1, 2 ou 3 d'un coup. Par exemple, là, pour les trois prochains, j'ai écrit les 3 prochains d'un coup. Après, à partir de ce moment-là, c'est la partie un peu plus compliquée. Je dois l'enregistrer, tout le script que j'ai écrit, je le reformule pour qu'il soit vraiment le plus compréhensible, le plus divertissant et le plus instructif possible. Et puis après, je l'enregistre entièrement sur Audition ou Audacity. Et puis après, une fois que je l'ai entièrement enregistré, encore une fois, ça fait des sessions très longues. Je monte toute la partie audio pour que l'audio soit le plus agréable à écouter.
Et après, je passe au montage où j'importe la piste audio et j'agrémente d'images tous mes propos. En plus d'avoir le fond avec mon personnage me représentant qui réagit et change de pose en fonction du rythme de la voix. Oui, j'ai un avatar du coup pour me représenter techniquement dans les vidéos. Ça représente quoi? Un poney du coup. C'est celui-là d'ailleurs. Il a un nom? Oui, Monochrome Script du coup, mon pseudonyme. Oui, J'avais 2 petites questions. La première, c'est donc tu fais actuellement des études dans l'audiovisuel, oui. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que ça t'apporte des choses? Est-ce que ça te permet de faire évoluer ta série? Ou est-ce que ta série était déjà de base comme ça et que tu fais... Alors non, je n'ai pas la prétention d'être un monteur exemplaire et parfait. Donc oui, ça m'a beaucoup apporté. Encore une fois, c'est pour ça que je suis allé dans ce sens-là aussi, parce que j'aime beaucoup cette branche-là, l'audiovisuel. Et aussi d'ailleurs un peu le côté pédagogique, mais bon, c'est hors propos. C'est hors propos sur ce que je souhaite aller plus tard comme poste. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé pour les Equestria Historia. J'ai pu améliorer grandement, là, avoir un vrai générique, avoir des designs un peu plus acceptables. et à propos du rythme, des principes de narration, de l'agrémentation des images, et des thèmes et des musiques, oui, ça m'a vraiment aidé. Oui. Non, ça évolue au fil du temps, justement, pour ça. Encore une fois, mon personnage avait un design différent il y a très longtemps. Ça fait un peu mal de regarder les premiers épisodes, car la qualité était assez... Ça veut dire que t'as progressé. Oui, c'est sûr. Mais ça me fait un peu mal en disant « Ah mince, j'ai osé donner ça à ceux qui me regardent. Comment ils ont pu trouver le moindre intérêt à ce produit horrible ?» Tu as commencé il y a combien de temps? C'était en 2013, du coup. C'était il y a 2 ans, du coup. 2 ans et demi, bientôt. Oui, ça passe vite. Deuxième question que j'avais, dans tes vidéos, depuis maintenant quelques épisodes, il y a un personnage qui est arrivé qui est, alors je sais plus si c'est l'homme mystère... Anon, oui. Anon, c'est ça. Donc Anon qui, déjà sur internet, est un personnage assez connu pour poser les questions qu'il ne faut pas. Est-ce que ce personnage est arrivé pour justement rajouter ce côté humoristique à tes vidéos, ou est-ce qu'il est arrivé dû aux commentaires sous les vidéos qui te rabâchaient toujours des choses que tu savais déjà et que tu n'avais pas l'occasion de répondre? En fait, ce n'est pas en rapport avec les commentaires et c'est pas non plus en rapport avec les nouveaux personnages, enfin ce que tu disais avant. En fait, non, c'est juste que pour moi, il me fallait une voix du public à l'intérieur. Parce que je me dis, le public doit se poser certaines questions lorsqu'il voit l'analyse. Et donc, je voulais avoir une voix pour le public, un personnage qui le représente. Du coup, c'est pour ça que j'ai intégré Anonymous, du coup, le personnage Anonymous dans les vidéos, du coup. En fait, du coup, c'était un avatar aussi, un poney comme ça, mais avec juste sans visage, avec un sac en papier sur le visage et qui fait souvent des remarques sarcastiques et pas blessantes, mais c'est sympathique de savoir qui représente le public. non, mais j'ai mal expliqué ça. C'est pas techniquement. C'était pour avoir une voix externe qui pose des questions, pas vraiment le. J'ai un peu. C'est l'avocat du diable un peu ou Un peu, oui. C'est par exemple, quand un point évident manque à une théorie, ou c'est trop flagrant qu'il y a un problème, j'utilise ce personnage pour mettre en avant le problème, du coup. Plutôt que ça soit que je me m'autocritique tout seul, du coup, ça fait 2 personnages. Encore une fois, oui, enfin, techniquement, Monochrome Script, c'est pas censé être moi, mais à force, la fusion a opéré. Donc oui, pour Anonymous, c'est censé être la voix externe qui fait les remarques que le public peut se demander. Bon, c'est sûr. Pour la petite anecdote, Anonymous, c'est un Anon, un personnage en vert qui est issu d'un site qui s'appelle 4chan, qui est un site communautaire. Oui, je connais. Du coup, oui, en plus, connaissant la véracité et l'agressivité des personnes sur le bord MLP de 4chan, je trouve que ça représente bien le personnage. Donc oui, c'est pas vraiment 100% le public, sinon c'est le fragment du public qui a toujours une question. C'est un extrême, un extrême du public. Oui, voilà, c'est c'est vraiment l'archétype du viewer pas content, qui n'est pas satisfait. Donc un peu une sorte d'archétype humoristique. Oui, voilà. Mais du coup, ça rajoute une touche humoristique, oui, en effet. Mais je n'avais pas pensé tout de suite à la touche humoristique, je me suis dit, il faut un personnage pour donner la réplique. Voilà comment il est apparu. Non. Moi j'en ai une. Parmi les thématiques
abordes sur tes vidéos, laquelle te paraît la plus fascinante? Grosse question. Je veux 2 bras en mousse ou 2 jambes en carton, c'est sympathique comme question. La plus fascinante. L'enfance, la société, la Trinité chez les poneys. J'aimerais beaucoup dire l'histoire, vu que c'était quand même ce qui a poussé la série de base, mais c'est assez compliqué toujours de trouver des éléments à travailler, mais je pense que oui, c'est vraiment l'histoire, parce que, encore une fois, comme j'apprécie beaucoup les générations précédentes, j'essaye toujours de trouver des liens ou des liens un peu perchés en rapport avec les générations, mais également, je peux pas choisir, parce que également les sujets de société sont très intéressants pour voir comment cette société s'est développée, comment elle fonctionne, vu qu'elle est assez typée et différente de la nôtre, tout en ayant des points communs. Et aussi, je pense que c'est pas vraiment un sujet général, mais les alicornes en général sont un sujet de théorie inépuisable. On peut parler pendant des siècles et des siècles et des siècles sur pourquoi elles sont là, quel est leur rôle, quel est leur impact politique, est-ce qu'elles ont un rôle religieux, d'où est-ce qu'elles viennent. Il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, il y a plusieurs siècles, j'avais promis un hors-série sur les alicornes, mais bon, il sortira peut-être dans quelques années. Bon voilà, je sais pas si ça a vraiment répondu. Ça a répondu. Parfait. Allez, on enchaîne. D'autres questions? Non. D'autres. C'est triste. Vous êtes pas Point. Non, en fait, le café n'était pas gratuit, donc il n'a pas été pris, je pense. Par contre, il y a juste un truc que je me demandais. Tu as débuté donc une chaîne YouTube pour Monochrome Script. Oui. Je sais qu'avant, tu avais existé sur des forums par d'autres pseudos. Est-ce que cette chaîne, du coup, restera systématiquement et uniquement pour des Equestria Historia présentés par Monochrome Script, et tu en créeras d'autres pour éventuellement du contenu externe, ou est-ce que ça va devenir une chaîne globale? Alors justement, c'est une très bonne question. Justement, c'est pour ça que j'ai appelé la chaîne Monochrome Script et pas Equestria Historia. C'est pour me donner une fenêtre de manœuvre quand même, si jamais je veux faire d'autres chroniques. Mais oui, déjà, il y a Equestria Historia, il y a Tumblr Equestria Historia, une chronique annexe que sur des blogs faits par des fans. Et là, il va y avoir encore une nouvelle chronique qui va s'appeler Crackthesis. Donc oui, la chaîne est censée être pour tout mon contenu de production. Oui, et du coup, c'était aussi quelque chose qui me préoccupait beaucoup, c'est parce que je regarde beaucoup de séries, beaucoup d'autres dessins animés, beaucoup d'autres cartoons, et du coup j'avais un peu peur d'essayer de faire d'autres chroniques qui ne soient pas en rapport avec My Little Pony, parce que je me suis dit, les gens sont là pour My Little Pony, c'est ce qu'ils souhaitent. Si jamais je mets un autre contenu, c'est pas trop c'est pas pour ça qu'ils sont là, donc j'ai pas trop envie de les décevoir en leur proposant quelque chose qu'ils sont pas venus voir. Mais bon, apparemment, avec le retour des 2 précédentes conventions, les gens ont l'air intéressés et ça ne les dérangerait pas. Donc oui, il y aura sûrement d'autres contenus que Equestria Historia au futur. C'est pas vraiment une question, mais une information. Nous avons ici en ce moment un panéliste qui s'appelle Danar, je crois. Dranar, qui fait donc de la musique avec des floppy drive. Donc cette personne-là a choisi la voie externe, c'est-à-dire qu'il a une chaîne qui est Dranar pour tout ce qui est MLP. Et là, une autre chaîne, et honnêtement, c'est quasiment impossible de la trouver si on ne connaît pas le nom, qui était exactement la même vidéo, mais uniquement avec des chansons courantes. Et as-tu une idée de la raison? Est-ce que tu penses... C'est la dissociation entre la fandom et le monde normal, entre guillemets. C'est pas quelque chose qui t'intéresse du tout d'avoir une grosse coupure, on va dire comme ça? Non. Après, je conçois que certaines personnes peuvent différencier les deux. D'un côté, My Little Pony, et d'un autre côté, le reste. Parce que c'est vrai que ça peut jouer comme facteur négatif à propos du reste du public, hors de la fandom. Je comprends ce qu'il a fait, mais moi, personnellement, je ne pense pas que je ferais ça. Non, je suis très content de la chaîne comme elle est, et je ne différencierai pas les deux. D'ailleurs aussi, à ce propos-là, ça me rappelle un autre sujet, c'est que beaucoup de chaînes officient uniquement en langue anglaise, même s'ils sont français. C'est ça que j'avais remarqué pour rebondir sur les différenciations de chaînes. Beaucoup de Français font exclusivement du contenu en anglais, plutôt qu'en français, parce que ça a plus d'impact, encore une fois, sur la communauté générale. Aussi, c'était ça un dilemme que je m'étais posé, c'est est-ce que je fais mes analyses en anglais
pour avoir une plus grosse aura. Mais je me suis dit non, c'est pour la France que je fais ça. Il y a pas ça en France. Je vais faire ça uniquement en français. Mais c'était un dilemme que je m'étais posé, et c'est vrai que ça se voit beaucoup sur les artistes, sur les autres vidéastes. Je comprends ce choix. C'est au bon gré de chacun, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait préoccupé. Pendant tout le plot de ta vidéo, t'es là pour la France. Voilà, c'est ça. Je vais mettre un logo France derrière. Pour rebondir sur ce que tu disais oui. Que tu faisais surtout des vidéos à parce que les gens aimaient ça et tu avais peur que les gens n'aiment pas trop si tu switches. Est-ce que tu te considères prisonnier du fandom? Alors, pas vraiment, mais c'est plutôt, un autre prisonnier du contenu que je produis. Parce que c'est ça, j'aime vraiment ce que je fais. Encore une fois, je le fais par passion. Et si la passion n'y est pas, je vais pas me sortir des vidéos machinalement non plus. Mais c'est vrai que dès que je commence à créer des projets et à les publier, je me préoccupe toujours à dire oh oui, non mais les gens doivent attendre, ils doivent se demander quoi, j'ai pas envie de les décevoir et tout ça. Donc c'est pas vraiment juste à propos du fandom, c'est vraiment juste la production de création en général. Ça me préoccupe toujours. Mais apparemment oui, les gens sont assez compréhensifs et je les remercie grandement. C'est vrai que c'est assez dur, toujours. Il y a toujours cette idée en tête de oui, mais il faut que je leur donne quelque chose quand même. Je peux pas les laisser en plan comme ça, sans rien faire. Mais bon, c'est toujours compliqué. On a appris malheureusement que suite à un déménagement, toi, tu n'avais plus Internet chez toi. Oui, malheureusement. C'est quelque chose qui en général est extrêmement dur, surtout lorsqu'on a une chaîne YouTube. Rester en contact, uploader les vidéos qui prennent très longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, il va falloir que j'arrête, il va falloir que j'abandonne? Ou est-ce que, malgré le fait que ce soit par passion, tu as quand même toujours eu l'envie, bon, tant pis, on va mettre 40 heures à uploader ça sur la cafétéria ou sur des bêtises, mais on va le faire parce que c'est important? Oui, j'ai jamais déjà pensé à l'arrêter. Je veux et je continue de le faire, même malgré ça. Heureusement, j'ai des très bons amis et collègues sur Reims à qui je peux voler la connexion Internet pour mettre en ligne les vidéos, mais je ne comptais pas arrêter, non, j'ai continué d'écrire des Extra Historia à côté, d'écrire des nouvelles chroniques, qui sortiront sûrement jamais, à écrire des choses, mais je ne voulais pas arrêter, non, je continuais à produire de mon côté, mais des choses qui ne vont pas être mises en ligne, mais qui seront mises en ligne au futur dès que j'aurai l'occasion. Mais oui, il faut que je règle ce problème parce que ça me freine considérablement. Même pour le contact et le social, je ne peux plus participer aux conventions Skype. Je ne peux plus parler aux gens pour leur demander leur avis, leurs détails ou faire des projets en commun. C'est vrai que c'est assez séparateur de ne plus avoir de connexion Internet pendant 1 an et demi. Là. Oui. Mais bon. 1 an et demi que tu n'as pas Internet? Oui, ça fait 1 an et demi que j'ai ce logement-là. Du coup, j'essaye toujours de me débrouiller de manière annexe pour mettre en ligne. Tu mets en ligne tous les combien alors? En ce moment, c'était la question de pas penser. Alors, c'est devenu limite un gag sur mon rythme d'activité. Parce qu'il est pas du tout régulier, oui, en effet. C'est assez. Tous les millénaires, une vidéo sort. T'as encore de la marge, Antoine Daniel le devant. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est assez catastrophique quand même. J'aimerais vraiment. Non, mais là, par exemple, sur 1 an et demi, ça fait... Internet, on a publié combien j'ai posté... La dernière vidéo datait d'il y a. C'était une annonce pour la Japan Expo, donc c'était il y a 6 mois. La vraie chronique date d'avril. Et le vrai Extra Historia date d'il y a 2 ans. Mais j'ai sorti d'autres chroniques sur les épisodes de début et enfin d'introduction et de fin des saisons pour avoir quand même du contenu. C'est-à-dire, je fais des analyses de 20 minutes en analysant les 2 premiers épisodes, par exemple de la saison 4, enfin, il y a certains temps. Encore une fois, je suis en très gros décalage. Mais oui, le rythme est assez... On ne peut pas forcément lier contre. Malheureusement, oui. Ça, avec les études et le travail en plus, c'est assez compliqué. On a le temps pour une dernière question. Parfait. J'ai plus de questions. Vous n'avez plus de questions, on peut s'arrêter là. Super. Merci à vous. Bon. Merci Mono. Merci à vous, du coup. Donc tu es de Reims, c'est ça? Oui, d'accord. De Reims. J'ai dû faire des pieds et des mains pour arriver ici à temps. C'est vrai. Vu que j'avais en plus réussi à louper mon train, malheureusement. Je suis très compétent encore une fois, mais oui. Merci beaucoup. Voilà.